Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Nous sommes toujours dans la campagne pour la législative partielle de la deuxième circonscription. Nous avons déjà reçu quelques candidats. Nous en recevons un autre ce soir. Ce sera Patrick Servaux, c'est dans Cosme en Réunionnais. Patrick Servaux, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes donc candidat dans cette élection, donc dans cette législative partielle de la seconde circonscription. On va commencer par une question simple. Qui est Patrick Poirot? Patrick Servaux. Patrick Servaux. J'ai 61 ans. Ouais. Je suis né à la Possession. Je suis chef d'entreprise dans 3 secteurs. L'agriculture, c'est celui qui me tient le plus à cœur, parce que je suis un homme qui suis enraciné sur cette terre de la Réunion. Je suis également dans le secteur du tourisme, ça tout le monde le sait. Oui. Vous êtes président donc du... Je suis président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. J'ai toujours du mal à dire ça. Voilà, bon, j'ai quelques autres responsabilités sur le plan du tourisme. Je siège notamment au comité national de filière tourisme, aux côtés de Jean-Baptiste Lemoine, le secrétaire d'État au tourisme. Et j'ai une activité également dans l'immobilier. Il y a quelques temps encore, j'étais promoteur immobilier. Je fais plus de promotion aujourd'hui. Je me suis recentré sur la gestion de l'immobilier. Et donc aujourd'hui, quelle est l'activité qui vous prend le plus de temps? Je dirais que j'ai 2 activités essentielles. C'est à la fois l'agriculture. Je suis producteur de mangue sur le port et sur la Possession, dans le cadre d'un groupement de producteurs. Nous produisons de la mangue José, de la mangue américaine. J'ai une activité également hôtelière, un hôtel sur Saint-Gilles que l'on a construit en 2004 et livré en 2005. Donc aujourd'hui, mon activité tourne autour de ces deux secteurs. Si on fait une référence aux médias, on vous a le plus vu ces dernières années sur le tourisme. Tout à fait. Vous êtes là où vous êtes vraiment engagé. Là, le tourisme aujourd'hui, dans quel état est le tourisme actuellement? Nous sommes dans une situation extrêmement difficile, puisque nous avons une grande incertitude sur l'avenir. Nous n'avons aucune certitude sur l'avenir, puisque nous ne savons pas comment nous allons sortir de cette crise du Covid. Donc nous devons nous battre pour sauvegarder nos entreprises, pour faire en sorte que demain, quand les jours seront meilleurs, nos emplois auront été préservés et nous pourrons continuer à travailler. Qu'est-ce qui a motivé un chef d'entreprise aussi occupé, qui a autant d'activités, à faire un écart vers la politique? En fait, on fait souvent de la politique sans le savoir. La politique, au sens étymologique du terme, c'est la gestion de la cité. Moi, ça fait un peu plus de 43 ans que je suis engagé dans la vie à La Réunion. J'ai démarré à la mairie de Saint-Denis aux côtés d'Auguste Legros à l'époque. Je faisais pas de la politique, j'étais directeur des sports à la ville de Saint-Denis. C'était depuis 81 jusqu'à 84 avant de reprendre mes études. Bon, ensuite, j'ai travaillé pendant à peu près une vingtaine d'années à la Chambre de commerce et d'industrie dans le domaine de la formation avec différentes responsabilités. Et mon dernier poste a été directeur du Centaure à Saint-Gilles-Léo. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de construire mon établissement, mon hôtel qui s'appelle le Kervegen, qui est à Mont-Roquefeuille. Ensuite, nous avons une 2e unité, puis une 3e unité. Et les collègues, à un moment, m'ont demandé également de les accompagner, notamment sur le plan syndical, pour mettre en avant nos métiers, pour défendre nos métiers. Je siégeais déjà au conseil d'administration de l'IRT. J'ai été ensuite coopté pour être membre du bureau de l'IRT. Et à la fin de la période où Jacqueline Farerol était présidente, Jacqueline m'a demandé, et mes collègues ont accepté que je prenne pendant 23 mois la présidence de cette structure. On voit quand même qu'il y a une grosse activité professionnelle. Oui. Là, il y a besoin aujourd'hui d'avoir un soutien politique. C'est pour ça que vous êtes là. Qu'est-ce qui vous motive à prétendre à être député? Non, je ne cherche pas un soutien politique. Je cherche
à défendre autrement notre département, notre territoire. Parce que j'estime qu'il fut à une époque où nous avions deux grands hommes, Jean-Paul Virapoulet et Paul Vergès. Et ils se battaient peut-être entre eux, enfin on avait cette impression-là, mais surtout ils se battaient pour défendre les dossiers de la Réunion. Et puis depuis quelque temps, je trouve que la Réunion est un petit peu absente au niveau national. C'est le reproche que l'on nous fait. Les Antillais sont très présents. Par contre, les Réunionnais sont absents. Et nous avons besoin de défendre les grands dossiers de la Réunion. Je ne sais pas si je vais vous mettre dans l'embarras, Patrick Cerveau, mais je vous pose la question. Oui. Ça veut dire que nos élus ne font plus le travail qui était fait avant à Paris? Je pense qu'on peut faire les choses de manière différente. Être député, ce n'est pas prendre l'avion le dimanche soir ou le lundi soir et puis passer 3 jours à Paris, passer devant les caméras de télévision et puis reprendre l'avion le jeudi soir pour rentrer à la Réunion. Être député, c'est défendre les dossiers, c'est travailler en commission, c'est faire du lobbying auprès des collègues pour faire passer les dossiers les plus importants de la Réunion. Les députés actuels sont au fait un petit peu de ces dossiers-là ou pas, à votre avis? Écoutez, il y a des députés qui travaillent. Hein. Moi, je ne veux pas jeter non plus l'opprobre sur l'ensemble des députés. Il y a des députés qui travaillent. Moi, je rends hommage au travail qui a été fait par Huguette Bello pendant la période où elle était députée. Elle a été assidue, notamment la dernière période où elle n'était que députée, n'avait pas de casquette de maire. Je suis contre le cumul des mandats. Mais je pense qu'il faut qu'on passe à la vitesse supérieure si on veut défendre les gros dossiers de la Réunion. Alors, aujourd'hui, justement, quand on parlait de gros dossiers de la Réunion, qu'est-ce que vous, demain, si vous êtes député, quels sont les dossiers que vous voulez aller défendre à l'Assemblée nationale? Je pense qu'il faut que notre territoire, que ce département de la Réunion, il bénéficie de dispositions qui soient différentes de ce qui existe au niveau national. Aujourd'hui, la tendance, c'est de faire en sorte qu'il y ait une uniformité des décisions pour l'ensemble du territoire national. Nous avons des retards structurels à la Réunion dans différents domaines, le domaine économique, le domaine social. Il faut que nous ayons des mesures spécifiques pour l'outre-mer. Je prends un premier exemple, le problème du logement. À La Réunion, nous sommes beaucoup plus mal logés qu'en France métropolitaine. Quand vous cherchez un logement en métropole, vous avez un choix qui est bien plus important. Je mets à part la région parisienne, mais surtout le reste du territoire. À La Réunion, c'est encore difficile d'obtenir un logement. Donc il faut des mesures fortes pour relancer le logement outre-mer et en particulier à La Réunion. En 2008, on a mis fin aux mesures de défiscalisation. Il y a eu des mesures nationales que l'on retrouvait partout. Et la défiscalisation a été moins attractive pour ceux qui voulaient investir. Jusqu'en 2008, on a permis à des investisseurs, qu'ils soient de métropole ou d'ailleurs, d'investir dans du logement. Et ce sont les Réunionnais qui ont profité de ces logements. Ces constructions importantes ont permis de faire travailler le secteur du BTP, le secteur du bâtiment, mais aussi ont permis de loger dans de bonnes conditions les Réunionnais. Et encore un travail important est à faire dans ce domaine. Et on parle de logement, et en matière de tourisme aujourd'hui, quel projet Patrick Cerveau pourrait aller défendre à Paris, qui permettrait justement, bien sûr à cause du contexte du Covid, mais parce que le tourisme réunionnais a besoin d'un nouvel élan pour essayer de... Il y a déjà un très bon socle, hein, attention, mais il faut quand même trouver un nouveau souffle. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, d'autant que vous êtes vraiment un des éléments aujourd'hui de ce tourisme? Écoutez, on a longtemps plafonné sur le nombre de touristes à La Réunion. La qualité du tourisme ne se mesure pas uniquement à un chiffre. Il est important également que nous ayons un tourisme à La Réunion qui respecte notre environnement, qui respecte les Réunionnais, mais qui nous apporte également de la valeur ajoutée. Je voudrais dire que le tourisme aujourd'hui, c'est la première ressource à l'exportation pour La Réunion. On est devant la canne à sucre. Donc il est important, si nous voulons continuer à construire des emplois à La Réunion, à proposer des emplois aux Réunionnais, qu'on ait davantage de touristes. Je pense qu'à La Réunion, on peut aller au-delà des 500 000 touristes, sans tomber dans le tourisme de masse qui casserait la destination Réunion. Mais pour cela, il faut qu'on ait plus de visibilité, qu'on ait davantage d'actions de promotion, mieux ciblées certainement, pour que la destination Réunion soit mieux connue. Je prends un exemple. Lorsque le Premier ministre a annoncé cet été, les Français pourront prendre leurs vacances en France, en métropole, mais aussi outre-mer.
C'est l'opération cet été, je prends mes vacances en France. Mais la campagne a été tournée autour de la France métropolitaine. Outre-mer, on n'a pas bénéficié de cela. Aujourd'hui, les conditions sanitaires ne sont pas propices. Il faut espérer, nous sommes des hommes de progrès, il faut espérer que demain, ces conditions sanitaires vont s'améliorer. À ce moment-là, il faudra remonter à la charge pour que nous ayons une promotion de la destination digne de ce nom. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la politique semble totalement décalée par rapport au contexte, que ce soit pour le tourisme ou autre, hein. On voit que nos politiques ont du mal actuellement à être dans l'action. L'action publique, elle doit être à long terme. Là, le mandat qui nous est proposé, il est de 18 mois. Ce que je vous dis, ça ne porte pas que sur les 18 mois. Ça va au-delà des 18 mois. L'objectif d'un politique, c'est de se faire réélire à la prochaine élection. Ce n'est pas sur du long terme. Et moi, ce que je propose pour La Réunion, c'est que nous ayons une action à long terme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour vous, le projet que vous portez, c'est pour les années à venir ? C'est pour les années à venir, c'est pas uniquement pour les 18 mois. Mon programme s'inscrit dans une action à long terme il est très, très important que nous ayons cette vision à long terme du développement de La Réunion. Alors, Patrice, vous êtes sur le terrain déjà, vous êtes, j'ai vu des photos sur votre Facebook où vous êtes sur le marché avec votre suppléante Aline Murat. Oui. La population, quand elle vous rencontre, qu'est-ce qu'elle vous demande d'aller défendre au Palais Bourbon? Elle nous demande de défendre les dossiers qui sont liés notamment à la problématique du chômage, parce que le chômage est un véritable cancer pour La Réunion. Les problèmes liés au logement, parce que si demain nous voulons des Réunionnais qui soient bien dans leur basket, il faut qu'ils puissent se loger dans de bonnes conditions, qu'on continue ce travail de décohabitation, puisque ce n'est pas normal qu'aujourd'hui des familles vivent à 2-3 générations sous le même toit. Mais aujourd'hui, l'offre de logement n'est pas suffisante. Il nous manque encore environ 8000 logements par an à La Réunion. Est-ce qu'il y a d'autres dossiers qui préoccupent les électeurs, la population? J'ai rencontré beaucoup d'agriculteurs également, puisque je suis issu de ce monde. Il y a un dossier qui sera mon cheval de bataille. C'est faire en sorte que la CDPENAF, derrière cette appellation barbare, on trouve la Commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers. Quel est le même fonctionnement qu'en métropole? En métropole, la CDPENAF rend un avis simple. À La Réunion, elle rend ce qu'on appelle un avis conforme, c'est-à-dire que les maires sont obligés de suivre les avis de la CDPENAF. Et moi, j'estime qu'aujourd'hui, la CDPENAF ne rend quasiment que des avis négatifs. Et cela est dommage pour le développement agricole, cela est dommage pour le développement de l'agrotourisme. Ce n'est pas en interdisant tout que l'on va favoriser le développement de La Réunion. Il y a aussi une question là-dessus, c'est sur le foncier. Aujourd'hui, on voit que l'agriculture perd un peu de terrain, et au sens propre comme au sens figuré. Que faire aujourd'hui pour préserver justement que l'agriculture garde ses terres pour se développer? Là aussi, que ce soit pour l'agriculture, l'agrotourisme, il faudra veiller à ne pas laisser, justement, ne pas perdre du terrain. Il est important de ne pas consommer le sol agricole pour notamment de l'urbanisation. Aujourd'hui, il est important de densifier les centres-villes et les bourgs qui existent. Il ne faut pas aller construire ailleurs, parce que qui dit centre-ville, qui dit ville, qui dit bourg, dit également demande en équipement public. Nous devons utiliser le foncier que nous avons aujourd'hui pour accueillir cette population nouvelle qui va arriver au fil des années. Nous devons également revoir l'utilisation des sols agricoles. Aujourd'hui, on a un besoin de produire pour satisfaire les besoins de La Réunion, en fruits, en légumes. Je pense que les bonnes terres agricoles, elles doivent être réservées aussi pour ce type d'agriculture. Sachant qu'en termes d'agriculture, aujourd'hui, leur sol fonctionne de plus en plus. On voit que on fait des fraises en hauteur, on fait des fruits et légumes sur les ombrières. D'une part, il y a ça, mais comment faire aujourd'hui, justement, pour que l'agriculture prend sa place? Parce qu'on a l'impression que soit il y a la méthode d'avant, ne serait-ce que pour la canne, couper la canne, porter sur ses épaules, charger la caisse du tracteur, ou soit on a aujourd'hui
ceux qui sont en avance par rapport à d'autres sur l'environnement. Il y a quelques méthodes qui sont utilisées comme l'aquaculture, comme la permaculture, qui permet de faire autrement. Comment faire aujourd'hui pour que l'agriculture vive avec son temps? Je crois que on a aujourd'hui une catégorie d'agriculteurs modernes qui ont été à l'école, qui se sont formés. Et je crois qu'aujourd'hui, ils font aussi un travail extraordinaire. Je prends l'exemple de la mangue. Je me souviens quand j'étais gamin, je passais sur la chaussée royale à Saint-Paul, il y avait quelques petites tables avec 4-5 mangues dessus, ça coûtait très très cher. Parce qu'il n'y avait pas de fruits à La Réunion. Il y a une politique de plantation. Aujourd'hui, on trouve énormément de fruits à La Réunion. Il faut continuer à produire. C'est un peu la même chose. Il y a quand même quelque chose à faire sur lequel il faut quand même on insiste. On a toujours travaillé pour le tourisme dans ce sens-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut produire justement des mangues pour essayer après de les transformer? Je crois on est obligé de les transformer parce que dès lors qu'on a une production importante, il faut gérer les écarts de production. Mais là, il faut qu'on fasse en sorte que les entreprises qui ont été créées avec notamment des fonds européens, servent à traiter les écarts de production de la Réunion. Qu'on n'aille pas chercher à Madagascar, en Afrique du Sud ou ailleurs, de la pulpe pour les injecter dans des produits agroalimentaires à la Réunion. On sait, c'est pas un secret pour personne, il y a beaucoup de jus de fruits, de jus de mangue qu'on vend un peu partout. On sait que c'est de la pulpe qui est congelée, qui est rapportée de Madagascar. Tant mieux pour Madagascar, mais à La Réunion, on a de plus en plus de mal à investir, à produire à La Réunion. On préfère que lorsque le coût de production est le plus bas, et c'est le plus bas, c'est en Afrique du Sud et à Madagascar. Il est plus facile, malheureusement, d'avoir une politique de comptoir qu'une politique de production. Et moi, je respecte ceux qui produisent, ceux qui se lèvent tôt le matin, qui se retroussent les manches, qui ont une vision à long terme et qui produisent. Et nous devons encourager la production sur ce territoire. Alors, il va me rester à peu près 2 minutes. Patrice Cerveau, aujourd'hui, comment vous concevez le travail d'un député? Le travail d'un député, il se fait dans l'hémicycle, devant les caméras s'il le faut, mais pas que. Le gros travail d'un député se fait en commission. Il faut être présent en commission. Il faut être assidu en commission. Il faut être basé à Paris. Et comme je le disais en début d'émission, il ne faut pas prendre l'avion le lundi soir et rentrer le jeudi soir et estimer que son travail est fait. Il y a un travail de lobbying, un travail important à faire à Paris. Avec le travail que vous avez déjà professionnellement au niveau du tourisme, vous pensez que vous pourrez faire ça demain si vous êtes élu Écoutez, j'ai 61 ans, j'ai 43 ans de carrière derrière moi. La décision qui a été prise d'être candidat, elle a été mûrement réfléchie. D'accord. Il y aura une organisation derrière parce que j'ai une équipe derrière qui est capable de travailler sans moi. Comme je l'ai fait quand j'étais président de l'IRT, où j'ai donné tout ce que j'avais dans mes tripes pour le développement du tourisme à La Réunion. Si les habitants de la 2e circonscription me font confiance, je donnerai tout ce que j'ai dans mes tripes pour défendre La Réunion et faire progresser La Réunion. D'accord. Alors, l'exercice de style, c'est de regarder la caméra. Vous avez 1 minute pour adresser votre message à la population de la 2e circonscription. Mesdames et messieurs, électeurs et électrices de la 2e circonscription, vous serez appelés à voter le 20 et 27 septembre prochain. Je vous invite à voter pour quelqu'un qui connaît la Réunion, qui connaît la problématique des Réunionnais et des Réunionnaises et qui sera capable, au travers d'un travail acharné, de défendre les intérêts de votre circonscription et surtout de défendre la Réunion. Donc, les 20 et 27 septembre prochains, je vous invite à voter pour Patrick Cerveau et Aline Murin. Merci, Patrick Cerveau. En tout cas, on a fait le tour. Une question avant de terminer. On est bien d'accord, c'est votre première fois, c'est votre premier engagement dans un combat politique.
J'ai été, il y a longtemps, hein, c'était en 89, j'ai été conseiller municipal derrière Roland Robert. Nous avons fait 2 mandats ensemble, mais c'est la première fois que je m'engage sur mon nom. Voilà. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour ces réponses. Nous, on va regarder deux vidéos, 2 interviews qu'on a fait sur des questions très pointues. Et je vous retrouve juste après. La défense d'un patrimoine, hein, un patrimoine qui vient d'Afrique, de Madagascar au départ, hein. Et donc pas que, mais au départ oui, et surtout que ça a été repris par tout le monde ensuite. Donc c'est vraiment l'image de ce qu'on voudrait défendre nous, c'est ce qu'on appelle la part CAF, ou la part africaine comme vous voulez. C'est-à-dire quelque chose que les Africains et Malgaches ont apporté et qui bénéficie à tout le monde. Parce que voilà, souvent quand on parle d'Afrique, quand on parle des Africains, on dit oui, mais vous voulez faire une communauté, vous voulez, voilà, ou alors on nous accuse de revanche ou je sais pas quoi. C'est pas ça du tout. Nous, ce qu'on dit, c'est que les Africains ont beaucoup apporté ici et qu'il faut leur rendre hommage maintenant. Et ce que François a fait de très belle façon, Claude Marodeau a fait aussi de très belle façon. Et je pense que cette manifestation, c'est vraiment, c'est magnifique qu'il nous a invités parce que c'est vraiment, on a notre place, quoi. C'est ce qu'on défend depuis toujours, de dire que voilà, l'Afrique a apporté à tout le monde à La Réunion et qu'il faut maintenant, il faut le reconnaître tout simplement. Comment La Réunion, aujourd'hui, doit gérer cet héritage ? Comment doit-il se positionner par rapport à la médication ? Comment la plante doit s'intégrer aujourd'hui dans son milieu naturel ? Et est-ce que ça doit être une plante, c'est-à-dire une espèce protégée à part, ou c'est un élément qui vit avec l'individu ? Alors la plante, c'est un patrimoine naturel et culturel et historique, tout ce qu'on veut, hein, mais c'est tout un environnement, c'est toute une histoire en fait, cette plante-là. Et il faut que cette histoire soit vive, continue à vivre. Donc déjà il y a la préservation, il faut que les savoirs traditionnels puissent se perpétuer, puissent se développer. Ensuite il y a la coopération, ce que le créole appelle le partage, c'est ce qu'il faut. Et c'est ce qui manque de plus en plus avec l'évolution moderne. On a des divisions pour des questions de concurrence, tout simplement. On a des oppositions entre savoir traditionnel, entre savoir scientifique ou dit scientifique. On a des intérêts qui peuvent diverger entre planteurs ou producteurs si on en arrive ensuite à une industrialisation. Et tout ça pose le problème du partage et de la certification. Alors, qui va certifier ? Qui va certifier qui est tisaneur, qui est habilité à ci, qui est habilité à soigner, et qui va coopérer avec qui? Parce que bon, ce dont on s'aperçoit, c'est que la médecine qu'on appelle holistique maintenant, de plus en plus, on s'aperçoit qu'on a besoin de tout le monde pour soigner quelque chose, que la maladie, c'est pas simplement un symptôme, c'est pas simplement un organe, que c'est tout un dysfonctionnement qui met en jeu tout le monde en fin de compte, c'est un fait social, quoi. Et là-dedans, il y a la part de la croyance, il y a la part de la tradition. Parce qu'on fait confiance au remède de grand-mère, justement. Peut-être plus confiance que quelque chose qu'on ne connaît pas, qui nous est étranger. Et ça, l'adhésion aux soins, la croyance, pas simplement envers la pratique, hein, mais aussi envers le praticien. Ce sont des croyances partagées. Et, longtemps, on a cru à la science. C'était une religion, le scientisme. Hein. On y a cru et on consultait, mais on s'en remettait complètement et on était complètement passif. On s'aperçoit que ça ne marche plus et donc il faut peut-être passer à autre chose, surtout dans les domaines où ce type de médecine-là a échoué manifestement. Alors il y avait un très bel exposé sur le diabète et on sait que c'est une maladie chronique, en plus dans une île à sucre, hein, comme Sudel avait écrit. Et c'est une maladie chronique, et même moi je redis pareil pour l'alcoolisme, hein, c'est une île à Rome aussi. Hein. Et ça reste à écrire, mais c'est une maladie sociale. Et alors comment est-ce qu'on la traite ? On la traite de façon psychiatrique, avec des petites gélules, avec des petites consultations, et puis ça recommence, et tout le monde le sait. Tout le monde le sait, mais ça continue. Et ça continue, et depuis combien de temps ? Mais depuis très longtemps, depuis tout le temps. Et qu'est-ce qu'on a changé ? Rien du tout. Et alors, on aurait besoin de quoi ? On aurait besoin justement des tisaneurs, de la tradition, de l'histoire, d'un entourage, de remettre les gens dans leur culture, dans leur estime de soi, dans leur histoire, de façon à ce qu'ils repartent sur une nouvelle vie.
Pourquoi est-ce que tous les résilients de l'alcool, à commencer par George Bush d'ailleurs, George Bush père, eh bien, il parlait de, ou fils, je sais plus, il parlait de renaissance. On parle de born again pour les alcooliques qui ont pu s'en sortir. Parce qu'on a besoin de cette renaissance-là. Il faut se réinventer pratiquement une nouvelle religion, parce que l'alcool, c'est une emprise totale et qui arrive à détruire complètement la spiritualité, toute croyance, puisqu'on est dépendant de ça, on est prêt même à n'importe quoi, à tout et n'importe quoi pour le produire. Donc il faut une renaissance et ça s'organise. Ça peut s'organiser une renaissance, parce que les gens qui sont malades de l'alcool à Réunion, ils sont malades de la cité, ils sont malades de la rupture avec la terre, ils sont malades de la rupture avec leur histoire, ils sont malades du déracinement, ils sont malades de la de la rupture avec les ancêtres. Ils sont malades de tout ça, il faut qu'ils s'en rendent compte et qu'on les aide à les entourer et à reprendre possession, à pouvoir renaître avec un nouveau bon Dieu, un nouveau maître. Et apprendre à se passer de maître, tout simplement. C'est Christian d'Ambreville, lui aussi médecin dictologue, hein, et qui disait, mais l'alcool c'est le nouvel esclavage de la Réunion. Voilà, c'est le nouveau maître, c'est l'alcool. Et qui ça la fabrique ça? Eh bien, allez comprendre maintenant. J'ai une petite célébrité. J'ai connu Jean Albany et surtout ce que j'ai fait, c'est de faire connaître Jean Albany à des gens comme Peters et des jeunes dans justement ce fameux CD Chant d'Albany où à l'ADER nous avons fait rencontrer des jeunes du Chaudron avec des Jean Albany et c'est moi qui ai amené Peters à la maison de Jean Albany et c'est là qu'ils se sont connus. Peters avait une très grande admiration pour Jean Albany, pour moi aussi, parce qu'on était copains, on était frères. Et j'ai été son mécène, je lui donnais beaucoup de mains. Et on s'aimait vraiment d'amitié forte. Voilà, en ce qui concerne l'autre face, l'autre côté de ma personnalité, je suis un chansonnier. Je chante des chansons très jolies. La pêche flambeau, Femme sans chemise, Nénène. Tout à l'heure, Bessières a fait partie, a fait référence aux Nénène, qui était parfois méchante, mais là, il savait bien que la mienne était une gentille Nénène. Je lui ai fait d'ailleurs un poème.